116e sur 153. C'est le classement du Japon en termes d'égalité homme-femme en 2022. Autant vous dire que c'est un désastre. Cette statistique ressort très souvent pour parler d'une société japonaise très patriarcale, dirigée par des hommes, en un mot, sexiste. Mais comment ça se traduit réellement au pays du soleil levant? Ou plutôt devrais-je dire Akemashite omedetou gozaimasu. C'est le bonne année en japonais, et oui, c'est très très long. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur les choses interdites aux femmes, je veux dire, les différences hommes-femmes au Japon. Il y a quelques vidéos de ça, j'ai dit que je comprenais pas la polémique autour du port obligatoire de chaussures à talons au travail pour les femmes. Et j'ai compris. Les talons à la longue, c'est mauvais pour la santé, j'ai compris, vous avez été assez nombreux à me le dire. Vraiment, j'ai reçu des centaines de commentaires là-dessus, mais aussi sur le fait que voilà, le port de la cravate chez les hommes, eh bien ça augmente le taux de maladies cardiovasculaires. Bon, ce point-là, j'avoue, il est un peu brumeux parce que certaines études ont dit qu'en fait c'est bidon, d'autres ont dit que non, en fait c'est vrai. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai bien compris que la différence homme-femme c'est quelque chose qui enrage la foule. Alors je me suis dit pourquoi pas ne pas décortiquer un petit peu les différences qu'il peut y avoir dans la société japonaise concernant les hommes et les femmes. Et vous allez voir que c'est clairement pas ce qui manque. Des lieux tout bonnement interdits aux femmes, une politique protectionniste et enfin des hommes portefeuille. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous pourriez changer l'image que vous avez de la société japonaise avec cette vidéo. Comme d'habitude, je ne vais pas me contenter de citer bêtement les points un à un, je vais vraiment explorer qu'est-ce qui se cache derrière, et si vous voulez en savoir plus voilà sur la fracture homme-femme au Japon, vous êtes au bon endroit. Les belles montagnes. Je profite pour vous l'annoncer ici, mais il y a des nouveaux produits voilà sur ma boutique Oni, voilà sur ma marque Oni, ça fait plaisir, je le porte juste actuellement comme ça. Donc il y a deux nouveaux kimonos et en plus il y a un éventail qui vient de sortir. Mais maintenant la petite nouveauté c'est qu'à partir de 100 € voilà, dans votre panier, eh bien vous avez les frais de port gratuits en France. Voilà, c'est avec le lien dans la description, n'hésitez pas, on repart sur Nara je crois. Vous êtes dans la préfecture de Nara au Japon. Après avoir fait des activités touristiques dans la ville principale, comme vous faire croquer les fesses par des daims, vous décidez de sortir des sentiers battus et d'explorer un peu plus la campagne japonaise. Superbe démarche de votre part. Mais la première chose qui vous frappe, c'est que le Japon, c'est très montagneux. Les visites se transforment rapidement en randonnée. Malgré tout, les paysages sont incroyables, les vues sur les montagnes aux alentours sont imprenables. Vous avez véritablement l'impression d'être plongé dans un film Ghibli, et pour l'avoir fait, je vous avoue, l'ambiance est absolument trop bien. Mais avant que le soleil ne se couche, vous vous dites que cette dernière montagne au loin, ça ne peut pas vous faire de mal. Surtout que d'après ce que vous avez entendu, elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a un temple au sommet de cette montagne qui s'appelle le Omine Sanji. Omine Sanji, le nom du temple, et la montagne s'appelle le mont Omine. Vous vous préparez, mais c'est alors qu'au départ de l'ascension, vous tombez nez à nez avec ce panneau. No woman admitted, interdiction aux femmes. Ce n'est pas une farce, l'ascension du mont Omine est totalement interdite, voilà, pour les femmes. Alors, je vous vois venir, essayons de comprendre un petit peu pourquoi. Sur le panneau, on voit que c'est l'argument religieux qui est mis en avant. Effectivement, on est sur une des montagnes considérées comme étant sacrées au Japon, rappelons-le. Et pour le coup, une interdiction pseudo-religieuse à l'égard des femmes, ça me rappelle quelque chose. En effet, souvenez-vous, voilà, pour le dohyo, le ring de sumo, eh bien, il y a une interdiction pour les femmes de monter dessus et de rentrer à l'intérieur du ring. Et les femmes y sont interdites à cause du kegare, voilà la souillure de la religion Shinto. Il s'agit de l'impureté des femmes à travers le sang, les règles. Dans la religion Shinto, c'est considéré comme étant de la souillure, voilà, dont il faut se purifier. Alors est-ce que c'est pour cette raison que les femmes ne peuvent pas grimper sur le mont Omine? Eh bien, pas du tout. Je me suis complètement planté. La vraie raison, c'est parce que, je cite, les femmes sont des distractions. Oh, je sens que je vais avoir des beaux problèmes avec cette vidéo. L'histoire, c'est que les pèlerins qui parcouraient la montagne Omine devaient renoncer à toutes sortes de plaisirs. Et pour qu'ils ne soient pas déconcentrés, les pauvres, eh bien on a interdit l'ascension aux femmes. Et dans les faits, l'interdiction aux femmes de gravir des montagnes considérées comme sacrées au Japon, eh bien c'était encore très courant il y a quelques siècles. Pour vous dire, la montagne la plus sacrée du Japon, donc le mont Fuji, voilà le célèbre mont Fuji, eh bien avant 1868, l'ascension était interdite aux femmes. Bien. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fonction des différents régimes qu'il y a eu au Japon avant, donc avant 1868, eh bien les femmes avaient le droit de monter plus ou moins haut sur le mont Fuji. Par exemple, pendant l'ère Sengoku, les femmes pouvaient grimper jusqu'à la 4e station. Mais durant la période Edo, c'est les samouraïs qui règnent en maître sur le pays, bien hommes, bien beaufs, et donc là les femmes sont autorisées à monter que jusqu'à la 2e station, un peu plus bas. Je trouve ça ridicule, mais quand même un petit peu rigolo, parce que dans les faits, il y avait quand même pas mal de moines qui aidaient les femmes à gravir en fait le mont Fuji si jamais elles voulaient vraiment le faire.
C'est ce qu'on appelle de l'arnaque. Donc ça c'était pour l'époque, mais aujourd'hui l'interdiction pour les femmes de gravir le mont Ominé, eh bien ça fait grincer des dents certaines activistes. Après il y a une partie de la montagne, le mont Inamela, qui est disponible on va dire pour les femmes, et en plus l'interdiction, voilà, même s'il y a un panneau comme ça, elle est pas très stricte, c'est pas comme s'il y avait un gardien avec une arme comme ça qui empêchait toutes les femmes de passer, non c'est pas le cas. Des centaines de femmes transgressent la règle chaque année, et les moines rappellent juste de bien vouloir respecter leurs coutumes. Alors du coup, discrimination sexuelle ou tradition à ne pas perdre, eh bien écoutez c'est à vous de choisir. Et je place ça là, mais le mont Ominé c'est pas le seul endroit où les femmes sont complètement interdites. Il y a aussi une île du Japon, Okinoshima, où les femmes sont prohibées. Et là pour le coup l'explication des règles est la bonne, voilà, la souillure, vous n'avez pas le droit de venir. Même si tu n'as pas tes règles, hein, tu peux pas venir, c'est juste tu es une femme, ne viens pas. Charmant, 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 mais vous allez voir que le Japon depuis l'époque, voilà, a fait quand même pas mal de progrès concernant le droit des femmes. Jusqu'à même, attention, à avoir des droits envers les femmes qui n'existent même pas en France. Des congés japonais qui n'existent pas en France. Et en plus, ils sont dédiés uniquement à la jante féminine. Quel comble! Il s'agit du Seirikyu-ka, voilà le congé menstruel pour les femmes en cas de règles douloureuses. Ah, les japonais travailleurs qui ne prennent jamais de pause, les japonais patriarcaux, voilà, et pourtant ce sont eux qui ont mis en place le système de congé menstruel depuis 1947, ce qui veut dire qu'en fait c'est les premiers au monde à avoir mis en place ce congé. Ah, je pense qu'on peut clairement s'applaudir le Japon, mesdames et messieurs, oui, oui, bravo, bravo au Japon. À moins que... Examinons ça de plus près, article 68 sur les lois des normes japonaises de travail. Lorsqu'une femme pour qui le travail pendant les menstruations est particulièrement difficile demande un congé, l'employeur ne doit pas employer cette femme pendant cette période. Ce qui est intéressant à noter dans cette phrase, c'est que c'est complètement flou. Je veux dire par là qu'il n'y a aucune information sur le nombre de jours de congé, leur récurrence, ou encore est-ce qu'ils sont payés ou pas. C'est un peu prenez une pause, mais bon, voilà, hein. Oh. Bon, j'avoue que par défaut, si c'est pas écrit, si c'est payé, je pense que ce ne sont pas des congés payés. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ce graphique. 84% des femmes qui travaillent n'ont jamais pris de congé menstruel. Alors tant mieux, ça veut peut-être dire voilà qu'elles ne souffrent pas de règles douloureuses. Mais c'est aussi peut-être parce qu'elles ne connaissent pas ce congé. Parmi les femmes qui travaillent au Japon, moins de la moitié sont au courant de l'existence même de cette loi. Et d'autres femmes disent qu'il n'y a pas de structure dans leur entreprise qui accueille et qui organise ces congés menstruels. En effet, certaines avancent le fait qu'il n'y a pas de structure dans l'entreprise pour, on va dire, organiser ces congés menstruels, alors que pourtant, c'est dans la loi. D'autres encore disent qu'elles n'osent pas poser ce congé lorsque leur patron est un homme. Ne pas oser poser ces congés, je crois qu'on tient quelque chose. Mais alors, est-ce que le fait que la majorité des femmes ne prennent pas leur congé menstruel est vraiment sexiste? Du premier coup d'œil, on peut dire oui. Mais pour moi, c'est faux. Je vous explique. Des congés pas utilisés par les Japonais, il y en a à la pelle, voilà, et ça indépendamment du genre. Un exemple, le nombre de Japonais qui prennent leur congé paternité. 14%. C'est même moins que le nombre de femmes qui ont pris leur congé menstruel. Et pourtant, là où les congés menstruels ne sont pas payés, les congés paternité sont payés à hauteur de 80% du salaire. Donc vous voyez bien que ne pas prendre ces congés au Japon qui sont pourtant disponibles, et même offerts, eh bien, c'est pas propre aux femmes au Japon. C'est en fait le cas de tout le monde. Et du coup, question suivante que vous allez me poser, pourquoi on prend pas ces congés au Japon? Pourquoi on les a mais on les prend pas? Je veux dire, dans la mentalité française, c'est lunaire, on n'imagine pas ça. Eh bien en fait c'est tout simplement parce que c'est pas bien vu d'aller se reposer pendant que les autres bossent. Ce qui fait que peu de gens le font et donc encore moins de personnes osent le faire. Il ne faudrait surtout pas être la seule personne au bureau à profiter de ces congés. C'est pour ça qu'au Japon on préfère les jours fériés où voilà toute l'entreprise ne travaille pas, ce qui fait qu'il n'y a pas de sentiment de culpabilité à avoir. Wagon pour femmes impuissants. Heure de pointe dans le métro de la ville de Fukuoka. On suit une jeune femme, Hanako, qui se dirige vers son lieu de travail. Elle connaît par cœur le chemin et par cœur les emplacements de chaque voiture. Elle attend quelques minutes et le métro arrive à la minute annoncée. Il s'arrête pile poil sur les marquages au sol et les portes s'ouvrent. Sur le quai, les salariés laissent descendre les passagers, aucune bousculade. Maintenant, c'est à leur tour de s'engouffrer dans le métro, mais aucun homme ne monte dans la rame choisie par Hanako. En effet, la jeune japonaise n'est pas dans n'importe quel wagon. Il s'agit du wagon réservé aux femmes. J'étais obligé d'en parler, le wagon dédié aux femmes au Japon, voilà, dans plein de villes du Japon, en fait, il y a ce genre de wagons qui sont présents, et c'est une des différences hommes-femmes les plus visibles, on va dire, dans la société japonaise. Surtout que le phénomène n'est pas du tout nouveau, le premier wagon réservé pour les femmes a été créé en 1912. D'ailleurs je glisse ça là, mais en fait le wagon est réservé pour les femmes uniquement sur certaines plages horaires. Donc quand vous voyez un monsieur, voilà je sais pas, vers midi ou vers 13h, et bah ne criez pas tout de suite au scandale, enfin je veux dire parfois c'est juste pendant certains horaires.
horaires. Le but bien sûr c'est d'éviter les chikan, les peloteurs du métro. C'est très connu malheureusement, mais dans les métros japonais, il y a beaucoup de peloteurs voilà, qui essayent de peloter, hein, voilà, ou alors d'avoir des photos, qui essaient de prendre des photos. C'est d'ailleurs pour ça que les smartphones au Japon, eh bien ils font toujours un bruit voilà, quand tu prends une photo. Tu peux pas enlever, le mettre en silencieux ou quoi, tu vas forcément faire un bruit. Bon, il y a des applications pour contourner ça, mais voilà, c'était juste pour l'anecdote. Mais l'histoire avec Hanako n'est pas terminée. Effectivement, ce matin, elle est loin de se douter de ce qui va lui arriver. Elle scrolle tranquillement sur son téléphone, quand soudain, une notification pop sur son téléphone, et avec elle, une magnifique image d'une aubergine. Elle est choquée, elle regarde aux alentours, et elle ne voit personne. Sans nul doute que la personne qui lui a envoyé cette photo n'était même pas dans sa rame. Il s'agit, mesdames et messieurs, du airdrop chikan. Voilà, c'est le chikan, mais niveau 2. C'est putain de triste de ouf. Des hommes utilisent la fonction de partage de photos des iPhones pour envoyer des photos obscènes, indésirables aux femmes à proximité. C'est malheureusement très ingénieux et la seule solution pour les femmes, écoutez, c'est de prendre leur téléphone et de faire en sorte que le airdrop soit bloqué. Voilà, c'est un petit réflexe à avoir, c'est tout bête, mais c'est triste d'en arriver là. Ça se répand de plus en plus et c'est pris très au sérieux voilà, par les autorités japonaises qui ont pour l'instant seulement condamné une seule personne. L'histoire est assez rigolote, c'est un mec qui a envoyé des photos de femmes nues, mais en fait il s'est trompé, il pensait l'envoyer une femme, mais il a envoyé ça à un homme. Le mec du coup il était tranquillement sur son téléphone, il a vu des photos de femmes nues sur son téléphone popper, et il était pas content, du coup il a détecté le mec qui était sur son téléphone et qui était entre guillemets potentiellement l'auteur de cet envoi, et il l'a trouvé, ils sont partis au commissariat, et du coup il s'est fait arrêter et tout, enfin bref, c'est ridicule. Bref, n'envoyez pas de nude à des personnes non consentantes. Devenir chef sushi. Il y a quelques années, devenir chef sushi, Itamae-san, pour une femme, c'était totalement impossible. Ça fait partie d'une longue liste voilà, des métiers que ne pouvaient pas faire les femmes, comme par exemple aussi brasser de l'alcool, elles ne pouvaient pas le faire. Et la raison, j'aime bien moi, c'est la raison qu'on donnait pour le fait qu'elles ne pouvaient pas faire de sushi, c'est parce que apparemment, les femmes ont des mains plus chaudes, et du coup ça altérerait le goût du poisson. Non vraiment, c'est complètement faux, hein, c'est débunké de ouf. C'est absolument et complètement, totalement faux, mais ça n'empêche pas certains ou non, voilà, du sushi au Japon, de dire des inepties. Être un professionnel signifie avoir un goût constant dans votre nourriture, mais à cause du cycle menstruel, les femmes ont un goût déséquilibré, et c'est pourquoi les femmes ne peuvent pas être des chefs de sushi. Les règles, hein, encore une fois le retour des règles. C'est le fils d'un des plus grands chefs sushi connus au monde, voilà, qui a sorti ça. Bon, heureusement c'était pas le chef sushi lui-même, mais bon, on voit qu'il y a un machisme assez fort dans ce milieu-là. Hein. Aujourd'hui, bien sûr, il existe des femmes qui font des sushis, mais on attend encore de voir des femmes au très haut rang. Je pense qu'il y a quand même un plafond de verre dans ce milieu qui est bien épais. Bon, avant de passer aux grosses différences, voici 2 points un peu plus légers. Le plus évident. Atashi wa soko ni iku wa yo. Là, je viens de vous dire une phrase en japonais, que j'allais dire je vais partir là-bas, mais j'ai fait une énorme faute, c'est que j'ai parlé comme si j'étais une femme. Et oui, c'est tout basique, mais en japonais on ne s'exprime pas de la même manière en fonction de si on est un homme ou une femme. Et je vous vois venir, non, c'était pas comme en français, voilà, avec le masculin féminin où il y a juste quelques trucs qui changent. Non, en japonais, c'est vraiment toute la tournure de la phrase qui change. Déjà dans les pronoms personnels, même si c'est toujours l'équivalent du je, voilà, la première personne, eh bien on a ça pour les femmes. Watashi, qui est un peu plus neutre quand même, Atashi et Watashi. Tout ça c'est plus au féminin, et pour les mecs on a boku ou encore ole. Donc ça c'est juste pour les pronoms, mais aussi dans les fins de phrases, voilà, on n'a pas les mêmes intonations, on n'a pas vraiment les mêmes consonnes tout simplement, enfin je veux dire on n'a pas les mêmes lettres quoi, on a d'autres particules en fonction de si on est au féminin ou au masculin. C'est dur à expliquer, mais en fait le but de tout ça c'est en fait d'arrondir le japonais des femmes. Ça donne une impression de douceur, voilà, et d'élégance lorsqu'une femme parle en japonais, par rapport à un mec où là c'est un petit peu graveleux, tu vois. Impossible de devenir déesse. Désolé mesdames, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, mais vous ne serez jamais impératrice au Japon. C'est même pas une question d'héritage, de sang ou de lignée, c'est juste que le système japonais, voilà, il y a une loi dans la maison impériale qui fait qu'une femme ne peut pas être au pouvoir. C'est pour ça qu'il y a des reines ou des rois d'Angleterre, mais vous ne verrez jamais d'impératrice japonaise. Et pourtant, la figure la plus déifiée au Japon, eh bien, c'est une déesse, c'est une femme, c'est Amaterasu, voilà, la déesse du soleil. Bon, tu te doutes que, voilà, vu le drapeau du Japon, le soleil c'est très important. Et techniquement, c'est la grand-mère du premier empereur au Japon. Et donc, par conséquent, en fait, les empereurs du Japon sont des dieux vivants. Bon, ça c'est un peu plus le côté folklorique et romancé, on va dire, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'empereur a dû renoncer à son statut divin. Mais dans la tête des Japonais, ah bah ça disparaît pas comme ça. Pour ce qui est de la règle de ne pas avoir de femme au pouvoir, ça a été mis en place pour que le trône ne puisse pas être volé par une autre famille. C'est tout bête, mais ça prouve à quel point la différence de traitement entre hommes et femmes est enracinée au Japon dans les traditions, la religion, mais aussi dans le pouvoir. Tu m'étonnes qu'ils soient aussi bas dans le classement avec des racines comme ça, je veux dire. De base, ça a été vraiment les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. La parité, ouf, ouf.
Ouf. Après je vous parle de tout ça, mais la famille impériale, ça reste quand même un assez gros tabou au Japon. Bon écoutez, il est temps d'attaquer les gros problèmes. Plouf. Nous sommes dans un lycée de la préfecture de Shiga au Japon. En plein mois de juillet, il fait chaud, très chaud. C'est pourquoi aucun élève ne rechigne à se baigner pour le cours de piscine. Aucun ? Pas vraiment. Autour de la piscine, là, sous le cagnard, se tiennent deux filles. Deux filles qui vivent très mal ce moment. Pas parce qu'elles ne peuvent pas se baigner, mais parce qu'elles essayent tant bien que mal de digérer l'humiliation qu'elles viennent de vivre. En effet, voici ce qui s'est passé quelques minutes plus tôt. Dans la salle de classe, l'ambiance est étrange. Tout le monde se tient avec ses affaires de piscine, mais tout le monde reste assis. Le professeur de sport leur a demandé d'attendre sagement avant de se changer. Et pour cause, les deux filles de tout à l'heure se tiennent debout devant toute la classe. Rien qu'en les regardant, on constate toute la gêne qu'elles ressentent en cet instant. Elles ne savent pas vraiment où se mettre et elles finissent par s'adresser à toute la classe. Désolé, je ne pourrai pas participer au cours de piscine car j'en suis à mon 8e jour dans mon cycle de menstruation. Obligées par leur professeur de sport, les filles souhaitant être dispensées de cours de piscine à cause de leurs règles doivent déclarer leur planning de menstruation devant toute la classe. Calendrier qui a été fourni au préalable sous format papier au dit professeur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, en plus, j'avais oublié de le dire, mais les règles, encore une fois, les menstruations, vraiment les japonais, je commence à comprendre qu'ils ont un blocage là-dessus. Il y a un problème, un truc à régler. Entre la souillure et les plannings là à donner, ça ne va pas bien. Bref, ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas du tout une vieille histoire, c'est quelque chose qui s'est passé en 2019. Oui. C'est un scandale qui a été mis en lumière où des filles sont obligées dans tout ce lycée de déclarer leur calendrier de menstruation à leur professeur. Tout ça dans le seul but d'éviter que les filles sèchent les cours de piscine de manière abusive en prétextant leurs règles. Il y avait peut-être d'autres solutions, non? Ou au pire, OSEF, j'ai envie de dire. Ça, c'est vraiment typiquement japonais. On a un problème et on va le résoudre avec la solution la plus bourrin possible sans réfléchir aux dommages collatéraux. Parce qu'attention, je vais quand même le dire, voilà, mais donner son planning de menstruation à son professeur de PS, ce n'est pas une norme au Japon. Voilà, c'est un scandale qui a été découvert. Mais le problème, c'est que ça a permis de découvrir que ce lycée-là n'était pas le seul, déjà, et que d'autres filles ont pris la parole pour dire qu'elles aussi, elles avaient des expériences traumatisantes par rapport à leur menstruation et aux cours de piscine. Apparemment, le plus classique, ce sont les rattrapages obligatoires de 500 mètres de nage qui viennent sur leur temps libre. À cause de ça, il y a beaucoup de filles qui se forcent à assister aux cours de piscine et à nager alors qu'elles ont leurs règles. Et ça, c'est quand on les oblige pas carrément à nager quoi qu'il arrive. Il y a certains établissements, c'était comme ça aussi. Genre, t'as tes règles, OSEF. Alors d'après ce que j'ai lu, voilà, avec la pression de l'eau, c'est censé ne pas sortir tout ça, mais des accidents arrivent. J'ai lu des témoignages de certaines adolescentes qui ont vécu des scènes humiliantes où elles se sont retrouvées devant les autres avec des traces de sang sur les jambes en sortant de l'eau. Bref, t'imagines la bonne ambiance. D'ailleurs en parlant de piscine, j'en ai une juste devant moi, là, chez moi, là, vraiment, mais quand je vous dis à côté, c'est... Je peux plonger dedans littéralement. Et comme il y a eu des cours de piscine, voilà, pendant cet été, je peux vous confirmer une chose, c'est que les maillots de bain maintenant, eh bien, ils ne sont plus catégorisés. Effectivement, les filles étaient obligées de venir avec ce maillot, et les garçons, c'était le traditionnel moule bite. J'en sais quelque chose, je l'ai vécu. Et attention, pas le boxer un petit peu, non, le moule. Maintenant, garçon comme fille, tu peux avoir le choix d'avoir un maillot qui te couvre, voilà, des épaules jusqu'aux genoux, et je trouve ça vraiment très cool. Et je m'attends déjà aux commentaires qui vont me dire du coup t'as maté les lycéennes. C'est littéralement, il y a 90% des fenêtres qui sont devant chez moi qui donnent sur ce truc. C'est plus dur de ne pas voir que de voir. J'en ai même discuté avec le voisin cool que j'ai chez moi, il dit ouais, j'avoue, on voit trop. Il est en mode on voit trop, tu vois. Et je vous jure, on fait attention à pas regarder, mais je veux dire, à un moment donné, tu vois, je sais pas, je me lève le matin, je les vois. C'est ça, je peux plus rien faire. Donc voilà, tout ça pour dire que t'as le choix, avoir un maillot qui te recouvre bien entièrement, ou le truc à la japonaise, enfin, moule bite, bon bref, vous m'avez compris. Bon écoutez, on va attaquer le dernier point, et pour moi c'est pas des moindres, parce que quand j'ai commencé à faire des recherches pour cette vidéo, voilà, par rapport aux différences hommes-femmes au Japon, bah rapidement ça s'est transformé en les choses interdites ou les choses, voilà, négatives pour les femmes au Japon. Ce qu'elles ne peuvent pas faire au Japon, ce qu'elles subissent, pratiquement aucun avantage face aux hommes, sauf ce dernier point. Argent de poche. Imaginez, vous allez au taf, vous cravachez et vous avez un bon salaire. Genre vraiment un bon salaire. Vous rentrez à la maison, voir votre femme, vous déposez vos affaires, et là, votre femme vous a laissé une jolie enveloppe sur la table. Vous l'ouvrez et vous découvrez à l'intérieur 275 €. C'est votre argent de poche pour ces mois-ci. Le reste, c'est elle qui s'en charge. Eh bien, ce que je viens de vous décrire, c'est ce que vivent 99% des hommes japonais mariés. Au pays du soleil levant, c'est la femme qui gère exclusivement les comptes du ménage. Et ça, je m'en suis bien rendu compte avec les sites que j'ai trouvés, voilà, pour aider les femmes à trouver le bon montant d'argent de poche à donner à leur mari. Le bonus de ce mois-ci sera de 600 000 yens. Je donnerai un peu d'argent à mon mari séparément de mon argent de poche. Mais combien donneriez-vous? Mon mari a demandé 60 000 yens, mais j'ai l'impression d'avoir trop donné.
Mais le pauvre, il gagne 600 000 yens de bonus, il demande 10%, 10%, 60 000 yens ça fait quelque chose comme 450 €, et elle est en mode ouais j'ai trop donné, mais c'est quoi ça? Et après on ose me dire au Japon, voilà c'est les hommes qui décident de tout ça, et c'est tellement un phénomène cet argent de poche qu'il y a des études sur ce montant d'argent qui est donné aux maris. Et effectivement je n'ai pas choisi le nombre 275 au hasard, parce que c'est littéralement la moyenne de ce que reçoivent par mois les maris japonais. C'est la moyenne en 2022, et d'ailleurs elle a baissé de 8 €, voilà, par rapport à l'année dernière, alors que les salaires, paradoxalement, ont baissé de, en moyenne, 50 centimes. C'est une histoire qui va pas là. Encore d'autres chiffres, on découvre que les hommes en moyenne au Japon doivent dépenser 587 yens pour le déjeuner. Ça fait 4,17 €, et heureusement que la bouffe au Japon c'est pas cher, mais je vous avoue qu'avec 4,17 €, c'est quand même pas toujours évident, surtout dans le centre de Tokyo. Alors pourquoi les hommes japonais acceptent ça? Quand j'étais petit, je pensais carrément que c'était une loi, en fait, que le mari devait donner son argent, enfin le salaire, voilà, à la femme, et qui gérait le ménage, tout ça, tellement c'est ancré dans les mœurs. Et en fait c'est ça la réponse, c'est que c'est tellement ancré dans les mœurs japonaises que personne n'a l'idée de faire différemment. Encore une fois, c'est sûr qu'il y a des couples qui existent qui font différemment, mais c'est pas la majorité. Si vous voulez, c'est comme manger des sushis avec une fourchette. C'est pas illégal de le faire, mais personne n'a l'idée de faire ça. Personne n'a idée de faire ça, hein. Certains vont me dire que les femmes gèrent les finances parce qu'elles sont femmes au foyer et qu'elles ont toute la charge mentale, voilà. Et c'est probablement vrai. C'est vrai que très peu d'hommes japonais participent aux tâches du foyer, et encore une fois, je vais être très patriarcal peut-être en disant ça, mais c'est les petites cases. Si vous voulez, quand le mari il bosse dans une entreprise japonaise et qu'il travaille 10 heures dans la journée, c'est vrai qu'au Japon, très peu d'hommes participent aux tâches ménagères. Mais en attendant, avec toutes les vidéos TV Louis qu'on a tournées, je peux vous affirmer une chose, c'est que dès qu'on va dans un endroit un peu branché, un peu huppé, un café, un restaurant un peu sympa, il n'y a que des femmes. Vraiment, vous pourrez regarder dans les vidéos, il y a pratiquement que des femmes. Et quand tu regardes même dans la rue à Tokyo, en semaine, et bah tu ne vois que des femmes. Et si tu vois des messieurs, ça arrive aussi, et bah ils sont en costard, ils sont au travail. C'est super rare, je vous jure, de trouver des hommes qui ne bossent pas en semaine à Tokyo. Les mecs, ils sont au bureau pendant que leurs femmes sont au café, au salon de massage, en balade, au restaurant. Pas toutes bien sûr, il y en a qui travaillent aussi, mais voilà, j'espère que vous comprendrez un peu la nuance que je veux apporter dans le traditionnel discours de dire « Oh le Japon c'est ultra patriarcal, voilà, c'est que les hommes qui décident de tout ». Ça m'énerve un petit peu d'entendre ça. Pour moi, c'est vrai que par définition, le Japon est sexiste et patriarcal, mais faut pas prendre des conclusions trop rapides. C'est-à-dire que, en fait, il est surtout très patriarcal et très sexiste parce qu'on adore les petites cases. La maman qui s'occupe des enfants et du foyer, voilà, et qui peut s'amuser sur son temps libre, et le papa qui travaille toute la journée jusqu'à très tard et qui va boire avec ses collègues au nomikai. Et comme on adore les petites cases, ça fait que, niveau parité, c'est juste désastreux au Japon. Et c'est pour ça que le classement sur l'égalité homme-femme au Japon est aussi bas. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on est aussi mauvais, en fait. On dégringole dans le classement à cause du fait qu'il n'y ait quasi aucune femme dans le domaine politique, mais imaginez demain il y a 30 femmes qui rentrent dans la vie politique japonaise, boum, le Japon passe de 116e à la 20e position. Donc voilà, c'est pour ça que je n'aime pas du tout ce classement, et il ne reflète pour moi absolument pas la situation réelle dans chaque pays. Même si je sais que ça va horripiler des gens que je dis ça, mais il y a beaucoup de femmes japonaises qui sont très contentes de ne plus avoir à travailler une fois qu'elles se sont mariées et qu'elles ont eu un premier enfant. Pour des Français, ça peut être vu comme peut-être aliénant, mais au Japon, il y en a qui sont très contentes de ça. Et c'est même une grande majorité qui sont contentes de ça. Donc oui, le sexisme est très présent au Japon avec des comportements hallucinants et débiles, des hommes de pouvoir qui sortent des inepties bien que ça soit pas propre au Japon. Mais j'espère qu'avec ce dernier point, avec ce que je viens de vous raconter, vous aurez un avis un peu moins catégorique sur la chose. Moi perso, vivre avec 275 € par mois d'argent de poche pour le restant de mes jours, alors que je me bute au taf, ça serait pas possible pour moi. Et pourtant c'est ce que vivent énormément d'hommes japonais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on a commencé avec un sujet bien touchy, voilà, pour démarrer l'année 2023, et j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas non plus la nouvelle collection Oni, voilà, il y a le lien dans la description. Cette année aussi ça va bosser très fort, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.